Quand Marianne m'a demandé si nous pouvions dîner au manoir de ses parents ce samedi soir-là, j'ai hésité. Ce n'était pas la maison qui me dérangeait, c'était son père. Renaud Fournier, un homme qui utilisait l'argent comme une armure, dont les paroles étaient acérées non par l'intelligence mais par le pouvoir hérité. Propriétaire de la plus grande entreprise de BTP de Paris, il ne m'avait jamais vraiment accepté. Pour lui, j'étais juste un rêveur de petite entreprise, un romantique aux mains vides, essayant de gérer ma modeste agence de design. Pourtant, j'ai dit oui, pour elle. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine fut silencieux. Marianne savait à quel point ces rencontres me mettaient mal à l'aise. Tandis que le chauffeur de VTC parcourait les rues arborées du quartier UP, j'ajustais mon costume acheté en solde et serrais sa main un peu plus fort. Je sentais l'anxiété m'envelopper comme un manteau mouillé, lourd et froid contre ma peau. « Il va bien se tenir ce soir », murmura-t-elle lorsque la voiture s'arrêta devant le portail imposant, plus par espoir que par conviction. Le concierge nous connaissait déjà et ouvrit sans poser de questions. Le jardin impeccable, avec ses grands palmiers et ses orchidées rares, semblait se moquer de la simplicité de notre appartement en location dans le Marais. Madame Cécile, la mère de Saint-Iné, Marianne, nous accueillit sur le seuil avec un sourire forcé et des verres de vin déjà servis. Elle essayait toujours de compenser la froideur de son mari par des gentillesses excessives, comme pour s'excuser à l'avance de ce qui allait suivre. « Charles, quel plaisir que vous soyez venu. Marianne est magnifique, comme toujours. » Ses paroles sonnaient comme une récitation, comme à chaque fois. Le manoir était un monument à l'ostentation. Des tableaux hors de prix au mur, des meubles importés, un escalier en marbre menant au premier étage. Je connaissais bien ce décor. C'était la scène parfaite pour mon humiliation périodique. Renaud était déjà assis au bout de la longue table de la salle à manger, sirotant un cognac avec un sourire de supériorité qui m'était douloureusement familier. « Ah, vous voilà enfin !» commenta-t-il sans se lever, consultant sa montre qui valait probablement plus que ma voiture. Je pensais que les transports en commun vous avaient retardé. Marianne serra ma main, m'implorant silencieusement d'ignorer la provocation. Nous prîmes nos places habituelles, elle à côté de son père, moi en face, à côté de Madame Cécile. La gouvernante, Madame Dubois, commença à servir l'entrée, des crevettes grillées avec une sauce aux herbes fines. Le dîner commença, poliment, comme toujours. Le tintement des couverts en argent, les fausses courtoisies, la conversation superficielle. Ils parlèrent de golf, du marché financier, de leur résidence secondaire sur la côte d'Azur et de leur prochain voyage au Portugal. J'acquiesçais, souriais quand il le fallait, parlais peu. Je connaissais ma place, ou plutôt la place qu'ils voulaient que j'occupe. Pendant que nous mangions le plat principal, un saumon aux asperges que j'avais à peine le cœur de savourer, Renaud menait la conversation tel un chef d'orchestre, mettant toujours en avant ses réussites, creusant toujours un fossé entre nous. Le nouveau projet à la Défense a déjà 70% des lots vendus, se vantait-il auprès de sa femme, comme si je n'étais pas là. Nous avons conclu avec ce groupe portugais dont je t'ai parlé. Je fis de mon mieux pour garder contenance, me concentrant sur la nourriture et les quelques mots que j'échangeais avec Madame Cécile sur des banalités. C'était le même théâtre que d'habitude. Lui, le protagoniste à succès. Moi, le figurant dispensable, qui avait eu l'audace de tomber amoureux de sa fille. Le dessert arriva, une pavlova élaborée aux fruits rouges, accompagnée d'une autre bouteille de vin rouge importé. Marianne tentait d'adoucir l'atmosphère, parlant de son travail d'architecte, de nos projets de vacances à Biarritz, le mois prochain. Je lui souris, admirant sa tentative de construire des ponts là où son père ne voulait qu'ériger des murs. « Des vacances ? Avec quel argent ?» interrompit Renaud, feignant la surprise. « Je pensais que vous peiniez à payer le loyer de votre, appartement ?» L'acidité dans sa voix fit que Madame Cécile se remua mal à l'aise sur sa chaise. Marianne prit une profonde inspiration, la tension évidente sur ses épaules. Et moi, eh bien, j'ai simplement souri poliment et bu une gorgée de vin, comme je l'avais fait à chaque dîner au cours des 3 dernières années. Non par faiblesse, mais par amour pour Marianne. Je ne savais pas encore que cette nuit serait différente de toutes les précédentes. Le vin continuait de couler, et avec lui,
l'arrogance de Renaud. À chaque verre, il devenait plus détendu, plus théâtral, plus impitoyable. La conversation, comme toujours après la deuxième bouteille, se tourna vers l'argent, son sujet favori. Actions, investissements, acquisitions immobilières, tout servait de toile de fond pour souligner la distance entre nous. J'ai appris que ton ami, comment s'appelle-t-il déjà? Ce chevelu qui dessine des logos? Raphaël, répondis-je calmement. Il est directeur artistique, il ne fait pas que dessiner des logos. Renaud agita la main en l'air, comme pour chasser un insecte insignifiant. C'est ça. J'ai appris que sa petite agence a fermé. Il fallait s'y attendre, non? Ce business de petits dessins et de publicité pour des PME, ça n'a pas d'avenir. Raphaël, mon meilleur ami depuis l'université, avait récemment traversé des difficultés, mais il était loin d'être en faillite. C'était une autre de ces informations déformées que Renaud collectionnait pour s'en servir comme munition. En fait, il se développe dans le numérique en se concentrant sur l'expérience utilisateur. Corrigeai-je poliment. Il vient de signer un contrat avec une start-up prometteuse. Mon beau-père laissa échapper un rire trop fort, trop artificiel. Start-up, le mot magique des jeunes sans capital, n'est-ce pas? Tout le monde a une idée brillante jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Madame Cécile tenta de changer de sujet, commentant la récente rénovation du jardin d'hiver, mais Renaud ne faisait que commencer. La lueur cruelle dans ses yeux me disait que le pire était à venir. Il fit tourner son verre entre ses doigts, observant le vin comme s'il consultait une boule de cristal, puis, avec un sourire en coin, se tourna directement vers moi. « Alors, Charles, dit-il, en insistant sur mon nom comme si c'était un terme péjoratif. Ça fait quoi, d'être pauvre ?» La table devint silencieuse. Même la gouvernante, qui débarrassait quelques assiettes, se figea un instant. Madame Cécile s'étouffa avec son vin, et Marianne me serra la cuisse sous la table, m'implorant silencieusement de laisser passer. Mais la question flottait dans l'air, tranchante et humiliante. « Renaud, pour l'amour de Dieu », murmura Madame Cécile gênée. « Quoi? C'est juste une question », se défendit-il en feignant l'innocence. « Je suis sincèrement curieux. Je n'ai jamais vécu ça, grâce à Dieu et à mon père. » Je forçai un sourire, laissant le silence s'étirer. 3 ans de dîner comme celui-ci m'avaient appris que réagir était exactement ce qu'il voulait. Nourrir son ego de mon indignation, confirmer sa supériorité par ma faiblesse. « Dites-moi, » continua-t-il, encouragé par l'attention, « ça fait quoi de regarder la carte et de vraiment choisir en fonction du prix ?» Madame Cécile eut un rire nerveux, peut-être par malaise, peut-être par habitude. Marianne fixait son assiette, les joues rouges de honte, non pas pour moi mais pour son père. Ou mieux, poursuivit-il, remplissant à nouveau son verre. Ça fait quoi de savoir que vous ne pourrez jamais offrir à ma fille, ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle a toujours eu? Cette maison, ces voyages, ce style de vie? Elle dit que ça. Ne lui importe pas, mais soyons honnêtes. Ça suffit, papa, l'interrompit Marianne, la voix tremblante. S'il te plaît. Il leva les mains en fausse reddition. Je ne fais que discuter avec mon gendre. On ne peut pas avoir une conversation franche d'homme à homme? À cet instant, quelque chose changea en moi. Peut-être était-ce le vin, peut-être l'accumulation de 3 ans de petites humiliations, ou peut-être simplement la lassitude d'avaler ma honte au nom de la paix familiale. Je regardais Renaud, cet homme qui confondait la cruauté avec l'intelligence, qui pensait que l'argent lui donnait la permission de rabaisser les autres. « Vous savez, Renaud, commençai-je, surprenant tout le monde en interrompant son monologue, être pauvre, comme vous dites, a ses avantages. » Il haussa les sourcils, intrigué par ma réponse inattendue. « Vraiment? Éclairez-nous de votre sagesse prolétarienne. » Par exemple, continuai-je calmement, on apprend la valeur réelle des choses, pas seulement le prix. On apprend que le respect ne s'achète pas, que le caractère ne s'hérite pas comme l'argent, et que certains hommes peuvent être très riches de l'extérieur, mais complètement ruinés de l'intérieur. Le sourire de Renaud vacilla légèrement. Il n'était pas habitué à être confronté, surtout à sa propre table. « Philosophie de bas étage », rétorqua-t-il, mais sa voix ne portait plus la même assurance. Au bout du compte, la philosophie ne paie pas les factures. « Et l'argent n'achète pas le bonheur », répondis-je. « Cliché, je sais, mais vrai. Regardez-nous.
J'habite dans un appartement simple, je conduis une voiture d'occasion, je travaille 10 heures par jour. Mais je rentre chaque soir auprès d'une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Je peux dormir en sachant que ce que j'ai accompli, c'est par mes propres efforts. Je peux me regarder dans le miroir sans me demander si les gens autour d'eux, moi, sont là pour ce que je suis ou pour ce que je peux leur donner. L'atmosphère à table avait changé. Madame Cécile semblait à la fois horrifiée et fascinée. Marianne me regardait avec un mélange de surprise et... Était-ce de la fierté? Quant à Renaud, il essayait de maintenir sa pose arrogante, mais quelque chose dans ses yeux trahissait son insécurité. Il n'avait pas l'habitude que l'on modifie son scénario. Beau discours, dit-il finalement, tentant de reprendre le contrôle. Mais dans le monde réel, mon cher, l'argent parle plus fort. Et certains d'entre nous parlent la langue de l'argent mieux que d'autres. Je posai ma serviette sur la table et souris, non par faiblesse, mais avec un calme et une résolution délibérée. J'en avais assez d'avaler des insultes déguisées en plaisanterie, de voir Marianne partager, entre l'amour pour son père et pour moi. Il était temps de changer les règles de ce jeu. Je posai lentement ma fourchette à côté de mon assiette, laissant le silence s'installer. Je regardais Renaud droit dans les yeux, l'observant vraiment. Un homme qui, malgré tout son argent et son influence, avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir puissant. Je souris, non par faiblesse mais avec une tranquillité qui venait d'une décision déjà prise. « Bien, dis-je, gardant la voix ferme. Que diriez-vous de savoir que cet homme pauvre ne financera plus vos luxes à partir de maintenant ?» Le sourire de Renaud disparut instantanément. L'atmosphère se figea. Madame Cécile retint son souffle. Marianne se raidit à côté de moi. Et lui, son visage pâlit d'une manière que je n'oublierai jamais. La rougeur de ses joues s'estompa. Sa main trembla légèrement en posant son verre sur la table. Ses yeux, autrefois si sûrs d'eux, cherchèrent maintenant les miens, confus, soudainement incertains. J'avais touché quelque chose de plus profond que son orgueil. « De quoi parlez-vous » réussit-il enfin à articuler, sa voix réduite à un murmure rauque. Madame Cécile regardait de son mari à moi, complètement perdue. Marianne serra ma main sous la table, non pas pour m'arrêter, mais dans un geste qui mêlait surprise et soutien. « Je parle des virements mensuels à l'entreprise Fournier », répondis-je calmement. « Des prêts qui ont maintenu votre empire à flot ces 8 derniers mois. De l'injection de capital qui vous a évité de déclarer faillite après que ce projet à Courbevoie a mal tourné. » Renaud ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis toutes les années que je le connaissais, il ne savait pas quoi dire. Toute sa posture s'effondra, non pas physiquement mais socialement. C'était comme regarder une forteresse s'écrouler, brique par brique. « Comment pourriez-vous savoir ça ?» balbutia-t-il finalement, essayant de retrouver un semblant de contenance, mais sa voix trahissait encore son choc. « Parce que je suis l'investisseur anonyme, » révélai-je, gardant ma voix basse, mais claire. « Associé silencieux que vous cherchiez tant à connaître, celui qui a posé comme condition de rester en coulisses. » Marianne haleta à côté de moi. Ça, je ne l'avais même pas partagé avec elle. C'était une vérité que j'avais gardée pour moi, la protégeant d'avoir à choisir entre son mari et son père. « Impossible », protesta faiblement Renaud, mais ses yeux montraient déjà qu'il me croyait. « Vous n'avez pas ce genre de ressources. » Mon agence de design, insignifiante, a connu une croissance exponentielle ces 2 dernières années, expliquai-je. Ce contrat avec la multinationale allemande que j'ai mentionné l'année dernière et que vous avez complètement ignoré, nous a mis sur la carte. Et je n'ai pas eu besoin du nom de mon père pour l'obtenir. D'autres ont suivi, plus, important. J'ai réinvesti, diversifié, pris des risques calculés. Renaud ressemblait à un homme qui voyait son monde s'effondrer autour de lui. Toute l'arrogance, toute la supériorité s'étaient évaporées, ne laissant qu'un homme d'âge mûr effrayé, confronté à la possibilité de tout perdre. « Pourquoi » demanda-t-il, sa voix presque inaudible. « Pourquoi feriez-vous ça, pour moi ?»« Je ne l'ai pas fait pour vous, » répondis-je honnêtement. « Je l'ai fait pour Marianne, parce que je savais à quel point cela la détruirait de voir son père tout perdre. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, je ne mesure pas la valeur en chiffres ou en statuts. Parce que je crois que la famille signifie quelque chose,
Même quand c'est difficile. Madame Cécile se mit à pleurer silencieusement. Je ne sais pas si c'était par honte du comportement de son mari, par gratitude pour mon intervention, ou simplement par soulagement de comprendre enfin la source mystérieuse qui avait sauvé le patrimoine familial. Mais ça s'arrête aujourd'hui, continuai-je ma détermination inébranlable. Il n'y aura plus de transfert, plus de sauvetage. À partir de maintenant, vous devrez vous débrouiller avec votre propre argent, s'il en reste encore. Le silence qui suivit était si dense qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. Personne ne bougeait, personne n'osait. Renaud ressemblait à un homme qui avait vu ses péchés passés se refléter dans un miroir pour la première fois, sa bravade détruite, son expression effondrée en quelque chose que je n'aurais jamais cru voir, le regret. Marianne me regarda, stupéfaite. Des larmes montèrent à ses yeux, non pas de trahison, mais de fierté. Pour la première fois, j'avais parlé pour moi, pour nous. Sa main retrouva la mienne, cette fois avec admiration. Je ne savais pas, murmura son père. Sa voix était fragile, lointaine, comme celle de quelqu'un parlant au bord d'un précipice. Pourquoi m'aideriez-vous après la façon dont je vous ai traité? Parce que j'aimais votre fille, répondis-je. Et je l'aime toujours, mais je ne permettrai plus que cet amour soit confondu avec de la faiblesse. Je me levai lentement, reculant ma chaise avec précaution. Marianne fit de même, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il y avait une nouvelle lumière en eux, une admiration que je n'avais jamais vue auparavant. « Allons-y », lui dis-je doucement. Elle hocha la tête, prenant son sac. « Vous ne pouvez pas simplement… » commença Renaud, mais sa voix flancha. Il n'y avait aucune autorité en elle, juste l'écho vide d'un pouvoir qui n'avait jamais été vraiment le sien. « Si », répondis-je simplement. « Et c'est déjà fait. Les documents sont chez votre avocat depuis hier. J'attendais le bon moment pour vous en informer. Vous avez fourni l'occasion parfaite ce soir. » Alors que nous nous tournions pour partir, Madame Cécile se leva également. Elle s'approcha timidement et, à ma grande surprise, m'enlaça brièvement. « Merci », murmura-t-elle, pour que je sois le seul à entendre, de ne pas l'avoir laissé tomber, même s'il ne le mérite pas. J'acquiesçai en signe de reconnaissance. Il n'y avait pas de colère en moi, juste la certitude tranquille de celui qui a enfin trouvé sa voie. En nous dirigeant vers la porte, je sentis le poids de 3 ans de silence se dissiper de mes épaules. Ce n'était pas seulement la fin de mon soutien financier, c'était la fin de ma soumission. J'avais repris ma dignité, non pas en criant, mais en choisissant la vérité plutôt que la politesse. Et ce faisant, j'avais rappelé à un homme que le respect ne peut pas être acheté, mais qu'il peut être perdu en un seul souffle. Ce que personne à cette table ne savait, ce que personne à part moi et le comptable de l'entreprise ne savait, c'était l'étendue de mon implication dans les affaires de Renaud. Nous traversâmes le jardin en silence, Marianne tenant mon bras comme si elle craignait que je puisse disparaître à tout moment. Les lumières du manoir s'éloignaient derrière nous pendant que nous attendions le VTC que je venais de commander. « Charles », dit enfin Marianne, sa voix un mélange d'admiration et de confusion, « comment ça, tu es l'investisseur anonyme de l'entreprise de mon père? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» La nuit était douce, typique d'un printemps parisien. Je regardais le ciel, trouvant peu d'étoiles visibles à travers la pollution lumineuse de la métropole. « Je ne voulais pas te mettre dans une position impossible, » répondis-je honnêtement. « Si je te l'avais dit, tu aurais été partagé entre garder mon secret et avoir l'impression de mentir à ton père. J'ai voulu t'épargner ce dilemme. » Tout a commencé il y a 8 mois, quand Renaud a fait face à la pire crise de sa carrière. Le grand projet de Courbevoie, un complexe résidentiel de luxe, avait rencontré de sérieux problèmes avec le terrain. Ils avaient découvert une contamination du sol pendant les excavations, paralysant le chantier et générant des procès d'acheteurs furieux. L'entreprise Fournier, qui avait toujours semblé invincible aux yeux du monde, était au bord de l'effondrement. À la même époque, mon agence venait de signer un contrat de plusieurs millions avec une multinationale allemande. 3 ans de travail acharné, de nuits blanches et de risques calculés avaient enfin porté leurs fruits. Nous n'étions pas seulement rentables, mais nous avions un capital substantiel à investir.
C'est alors que Renaud est apparu à mon bureau un mardi pluvieux. Je me souviens clairement à quel point il paraissait plus petit, sans son costume impeccable habituel, sans sa posture arrogante. Il était trempé, comme s'il avait marché sous l'averse pendant des heures avant d'oser entrer. « Il faut que je te parle », dit-il, la voix dépouillée de son assurance habituelle. En privé. J'ai libéré mon équipe pour le déjeuner et lui ai offert une serviette et un café. Il a accepté les deux avec des mains tremblantes. « Je suis ruiné », avoua-t-il après de longues minutes de silence. « Tout ce que j'ai construit, tout ce que mon père a construit avant moi, est fini. » Il me parla des problèmes, à Courbevoie, des procès, de la façon dont les banques lui fermèrent leurs portes. Comment les concurrents tournaient déjà comme des vautours, prêts à racheter les actifs de l'entreprise pour une bouchée de pain. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demandai-je sincèrement curieux. « Parce que je n'ai plus personne, » admit-il, la honte évidente sur son visage. « Tous les amis que je pensais avoir ont disparu quand ils ont appris ma situation. Je suis ici parce que Marianne t'aime. Et si elle voit quelque chose en toi, peut-être que je me suis trompé. » Cette confession, si difficile pour un homme comme lui, a dû lui coûter plus que n'importe quelle somme d'argent. J'ai étudié son visage vieilli par le stress, les yeux rouges qui évitaient de croiser les miens. « Qu'est-ce que tu me demandes exactement, Renaud ? Un prêt, un investissement, n'importe quoi, répondit-il, sa voix presque inaudible. Je n'ai aucune garantie à offrir maintenant, mais si je parviens à surmonter cette crise, je lui ai demandé des détails, des bilans, des projections. À ma surprise, il avait tout apporté dans un dossier usé. J'ai passé l'après-midi entier à analyser les chiffres, pendant qu'il attendait, anxieux comme un accusé attendant sa sentence. La situation était grave, mais pas irrécupérable. Avec une injection de capital stratégique et quelques renégociations, l'entreprise pourrait se redresser. C'était un risque, sans aucun doute, mais aussi une opportunité, pas seulement financière mais humaine. « Je vais aider », dis-je finalement à la tombée de la nuit, à certaines conditions. Le soulagement sur son visage fut instantané, comme s'il avait été libéré d'un poids insupportable. « N'importe quoi », promit-il hâtivement. « Première condition, mon nom reste confidentiel. Personne ne doit savoir que c'est moi, surtout pas Marianne. » Il fronça les sourcils, confus. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne veux pas que cela affecte ma relation avec elle, ni avec toi. Je veux que ce soit une transaction commerciale, rien de plus. »« Et les autres conditions ?» demanda-t-il, prudent. « Tu vas arrêter de dépenser de l'argent comme s'il en pleuvait. Tu vas couper les luxes inutiles. Tu vas te concentrer sur le sauvetage de l'entreprise, pas sur le maintien des apparences. » Il acquiesça, bien qu'à contre-cœur. Il savait qu'il n'était pas en position de négocier. « Enfin, continuai-je, tu vas traiter tes employés avec plus de respect. Tu vas arrêter de licencier des gens pour économiser des miettes, tout en gardant ton hélicoptère et ton yacht. Tu vas assumer la responsabilité d'un vrai leader. » Il hésita un instant, mais finit par accepter. Il était trop désespéré pour refuser. Le lendemain, je transférai la première tranche via une société d'investissement créée spécifiquement à cet effet. Personne à part moi, le comptable et Renaud, ne connaissait la véritable source de l'argent. Pour le monde extérieur, l'entreprise Fournier avait attiré un mystérieux investisseur étranger. Pendant des mois, j'ai suivi la reprise de l'entreprise à distance. Renaud a tenu parole, du moins en partie. Il a réduit certaines dépenses, renégocié des contrats, trouvé une solution pour le terrain contaminé. L'entreprise a commencé à se redresser lentement. Mais une chose n'a pas changé, son comportement envers moi. Lors des réunions de famille, il a continué avec ses plaisanteries méchantes, son mépris à peine déguisé, comme s'il avait besoin de compenser sa vulnérabilité envers moi en me traitant encore plus mal en public. J'ai enduré en silence, me rappelant que je faisais ça pour Marianne, pas pour lui, pour sa paix, pour sa fierté. Je n'ai jamais voulu de crédit ou de gratitude. Mais cette nuit-là, il a franchi une ligne que je ne pouvais plus ignorer. Son irrespect avait survécu à ma générosité. Je savais que quelque chose d'étrange se passait, commenta Marianne alors que nous montions dans le VTC qui venait d'arriver. Ma mère a mentionné un investisseur mystérieux, mais je n'aurais jamais imaginé,
Je pris sa main et baisai délicatement ses doigts. J'ai fait ce que je pensais être juste. Mais maintenant c'est fini. Ton père devra apprendre à se débrouiller seul. La voiture s'avança dans la nuit, laissant derrière elle le manoir illuminé et l'homme qui, pour la première fois de sa vie privilégiée, devrait faire face aux conséquences de ses actes. Le chemin du retour fut silencieux, mais d'un silence différent de celui que nous avions connu à l'aller. C'était un silence de digestion, de réorganisation intérieure. De temps en temps, Marianne serrait ma main comme pour vérifier que j'étais toujours là, réel et tangible. À travers la vitre du VTC, Paris défilait en lumières et en ombres, indifférente aux petits tremblements de terre que nous avions laissés derrière nous à Neuilly. « Comment as-tu réussi à me cacher ça si longtemps ?» demanda-t-elle finalement, sa voix basse pour que le chauffeur n'entende pas notre conversation. « Ce n'était pas facile, admis-je. J'ai failli te le dire des dizaines de fois, surtout quand ton père était particulièrement cruel. » Elle acquiesça, regardant ses propres mains. « Je n'ose pas imaginer ce qui se passe dans cette maison en ce moment. » Moi, si. Le silence que nous avions laissé à table devait encore planer, dense comme du brouillard. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir, marquant les secondes d'une réalité changée à jamais. Quand nous sommes arrivés à notre appartement du Marais, petit mais chaleureux, l'atmosphère entre nous était encore chargée d'émotions non traitées. Marianne est allée directement sur le balcon, son lieu de réflexion. Je nous ai préparé un café, une routine simple qui nous calmait toujours. L'arôme a rempli notre espace, ramenant un peu de normalité. Je l'ai rejointe sur le balcon, lui tendant une tasse fumante. Notre vue n'avait rien d'extraordinaire, juste des immeubles, des antennes et un bout de ciel. Mais c'était la nôtre. « Que va-t-il lui arriver maintenant ?» demanda Marianne, regardant la ville illuminée. « À l'entreprise ?» Je haussai les épaules. « Ça dépend de lui. L'entreprise est stabilisée, elle n'est plus au bord de la faillite. S'il la gère de manière responsable, il peut continuer sans moi. Et s'il n'y arrive pas, alors il devra vendre, recommencer, peut-être à plus petite échelle. » Marianne but une gorgée de café pensive. Connaissant mon père, je pense qu'il préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'il doit recommencer. À cet instant, précis, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran, surprise de voir le nom de sa mère. Elle hésita une seconde avant de répondre, mettant le haut-parleur. « Maman, tout va bien ?» La voix de Madame Cécile s'éleva, tremblante et basse. « Marianne, ton père, il ne va pas bien du tout. »« Que s'est-il passé ?» demanda Marianne, l'inquiétude immédiate dans sa voix. « Après votre départ, il est resté assis à table pendant près d'1 heure, sans dire un mot. Puis il s'est enfermé dans son bureau. Je suis inquiète. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » J'échangeai un regard avec Marianne. Ce n'était pas ce que je voulais. Je n'ai jamais souhaité détruire Renaud, juste établir des limites. « A-t-il dit quelque chose ?» demanda Marianne. « Presque rien. Il n'arrêtait pas de répéter, il avait raison. Je pense qu'il parlait de Charles. » Marianne me regarda, une question silencieuse dans les yeux. J'acquiesçai. « Maman, on revient, » dit-elle, et elle raccrocha. 20 minutes plus tard, nous étions de retour au manoir. Madame Cécile nous accueillit sur le seuil, le visage marqué par des larmes récentes. Elle nous conduisit jusqu'à la porte du bureau, fermée et silencieuse. « Il ne veut pas m'ouvrir », expliqua-t-elle. « Il ne répond même pas quand j'appelle. » Marianne essaya la poignée, confirmant qu'elle était verrouillée. Elle frappa doucement. « Papa ? C'est moi, Marianne. On peut parler ? » Rien, juste le silence. Elle me regarda incertaine. Je m'approchai de la porte et frappai 1 fois, fermement. « Renaud. C'est moi, Charles. Il faut qu'on parle. » Après quelques secondes, nous entendîmes le bruit de la clé tournant dans la serrure. La porte s'entr'ouvrit juste assez pour que nous voyions le visage de Renaud, méconnaissable. Les yeux rouges, les cheveux en désordre, la cravate défaite. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Lui seul, » dit-il à Marianne, la voix rauque. « Il faut que je parle à ton mari. » Seul. Marianne hésita, me regardant avec inquiétude. Je lui serrai légèrement la main. « Tout va bien, ça va aller. »
Elle acquiesça à contre-cœur et s'éloigna avec sa mère. J'entrai dans le bureau et fermai la porte derrière moi. La pièce, normalement impeccable, était en désordre, des papiers éparpillés sur le sol, une bouteille de whisky à moitié vide sur le bureau, des photos de famille retournées. Renaud se dirigea vers la fenêtre et me tourna le dos, regardant le jardin illuminé au dehors. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-il finalement sans se retourner. « Ta femme a appelé, elle est inquiète pour toi. » Il laissa échapper un rire amer. « Cécile s'inquiète toujours trop. Je suis juste en train de... réfléchir. » Je m'assis dans l'un des fauteuils en cuir, observant l'homme qui m'avait si longtemps intimidé. Maintenant courbé sur lui-même, il semblait plus petit, plus fragile. « Tu sais, Charles, continua-t-il, toujours de dos, j'ai passé toute ma vie à croire que la valeur d'un homme résidait dans la taille de son compte en banque. C'est comme ça que mon père m'a élevé. C'est comme ça que j'ai vécu. » Il se retourna enfin, vers moi, les yeux rouges fixés sur les miens. Et maintenant, je découvre que l'homme que j'ai méprisé pendant 3 ans, que j'ai humilié à ma propre table, est celui qui a sauvé tout ce que j'ai construit. Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça pour quelqu'un qui ne t'a traité qu'avec mépris ? C'était la question qu'il avait déjà posée, mais maintenant avec une vulnérabilité authentique qu'il n'avait jamais montrée. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai fait pour Marianne. Non, il secoua la tête. Tu aurais pu me laisser couler et ensuite sauver Marianne des conséquences. Tu aurais pu attendre que je te supplie à genoux. Tu aurais pu exiger que je m'humilie. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Je réfléchis un moment, cherchant la réponse la plus honnête. Parce que je ne suis pas comme toi, Renaud. Je ne crois pas qu'on ait besoin de rabaisser les autres pour se sentir plus grand. Je ne crois pas que la valeur de quelqu'un réside dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est capable de donner. Il se dirigea vers le bureau, prit la bouteille de whisky, mais ne but pas. Il se contenta de fixer le liquide ambré, comme s'il y cherchait des réponses. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» demanda-t-il avec un sourire triste. « Toute ma vie, j'ai regardé les hommes comme toi avec mépris. Les rêveurs, les idéalistes, les gens qui valorisaient des choses qui ne pouvaient être ni comptées, ni pesées. Et maintenant je réalise que c'est moi qui étais vide. » Il reposa la bouteille sur le bureau sans boire. Je ne sais pas comment regarder ma fille après ça. Je ne sais pas comment me regarder moi-même. Je ne suis pas venu ici pour te détruire, Renaud, dis-je calmement. Je suis venu pour établir des limites, pour te montrer que le respect n'est pas quelque chose qui s'achète, mais quelque chose qui se gagne. Il acquiesça lentement, absorbant mes paroles. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, continuai-je, pour construire des relations, basées sur quelque chose de plus solide que l'argent. Renaud s'approcha du fauteuil en face de moi et s'y assit lourdement. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'y avait aucune façade, aucune posture étudiée, juste un homme confronté au vide qu'il avait créé autour de lui. Je ne sais pas comment, admit-il, la voix presque inaudible. Je me levai, prêt à partir. Commence par t'excuser auprès de ta fille et de ta femme. Le reste viendra avec le temps. Quand j'ouvris la porte, Marianne et Madame Cécile attendèrent dans le couloir, l'anxiété évidente sur leur visage. Renaud apparut derrière moi, hésitant comme un enfant. « Ma fille » appela-t-il, la voix brisée par l'émotion. « On peut parler ?» La conversation entre Marianne et son père dura des heures. Madame Cécile et moi attendîmes dans le salon. Un silence gênant entre nous, rompu seulement par le tintement occasionnel des tasses de thé qu'elle insistait à servir. De temps en temps, nous entendions des éclats de voix venant du bureau, plus de la part d'elle que de lui, des décennies de ressentiment trouvant enfin un exutoire. « A-t-il toujours été comme ça ?» demandai-je finalement à Madame Cécile, qui arrangeait nerveusement les coussins du canapé pour la 3e fois. Elle soupira, s'asseyant le dos très droit, comme si elle avait été entraînée toute sa vie à maintenir une posture parfaite même dans les moments les plus difficiles. « Pas toujours », répondit-elle, en regardant un portrait de famille, sur le mur. Quand nous nous sommes rencontrés, Renaud était différent. Ambitieux, oui, mais aussi gentil, rêveur. Il voulait prouver à son père qu'il pouvait réussir aussi bien que lui, mais à sa manière. Elle marqua une pause, perdue dans ses souvenirs.
C'est après la mort de son père que quelque chose a changé. Comme si Renaud avait hérité, non seulement de l'entreprise, mais aussi de toutes les insécurités, de tous les fantômes. Il est devenu obsédé par l'expansion, l'accumulation, l'apparence d'invulnérabilité. Et dans le processus, il a perdu des parties de lui-même. J'acquiesçais, comprenant mieux l'homme que j'avais jugé si durement. Non pas que cela justifie son comportement, mais cela l'éclairait d'une lumière différente. Et vous? Pourquoi êtes-vous resté? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Madame Cécile ne parut pas offensée. Au contraire, elle sourit avec une tristesse résignée. Au début par amour, ensuite pour Marianne. Et puis, elle fit un geste vague de la main, indiquant la luxueuse maison qui nous entourait. Par commodité, je suppose. Il est facile de s'habituer à une prison confortable. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit. Marianne sortit la première, les yeux rouges, mais le visage serein. Renaud la suivit, semblant à la fois épuisé et soulagé, comme quelqu'un qui vient de subir une opération douloureuse mais nécessaire. « Tout va bien ?» demandai-je en me levant pour la rejoindre. Marianne acquiesça, un petit sourire, au coin des lèvres. « Ça va aller. » Renaud resta quelques pas derrière elle, comme s'il ne savait plus quelle était sa place dans cette famille. Lorsque nos regards se croisèrent, quelque chose d'inattendu se produisit. Il inclina légèrement la tête, un geste minime mais un signe de respect indubitable. « Il se fait tard », commentai-je en regardant ma montre. Il était plus de minuit. Nous devrions y aller. Madame Cécile s'empressa de suggérer que nous restions, qu'il y avait des chambres à foison, qu'il n'était pas prudent de rentrer à cette heure. Mais Marianne et moi savions que nous avions besoin de notre espace, du confort de notre petit appartement, pour digérer tout ce qui s'était passé. « J'appellerai demain, maman », promit Marianne en la serrant dans ses bras. Alors que nous nous préparions à partir, Renaud fit un pas en avant, hésitant. « Charles », appela-t-il, la voix encore rauque d'émotion. « Je peux te parler, un instant ?» En privé. J'échangeai un regard avec Marianne qui acquiesça légèrement. Nous nous dirigeâmes vers la terrasse arrière, un espace élégant avec vue sur la piscine éclairée. La nuit était claire, et le ciel, même filtré par la pollution lumineuse de la ville, montrait quelques étoiles tenaces. Renaud s'appuya sur la balustrade, regardant le jardin méticuleusement entretenu en contrebas. « Je veux que tu saches, » commença-t-il sans me regarder directement, « que je vais honorer notre transaction. » Je fronçai les sourcils, confus. « Comment ça ? Je vais te rembourser ton investissement, avec les intérêts, chaque centime. » « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est, » m'interrompit-il en se tournant enfin pour me faire face. « C'est absolument nécessaire. Pas pour toi mais pour moi. J'ai besoin de savoir que je peux me redresser par mes propres moyens, que je peux regarder ma fille, et toi, dans les yeux, sans cette dette entre nous. » Il y avait une détermination dans sa voix qui me surprit. Ce n'était plus l'arrogance vide d'avant mais quelque chose de plus substantiel, de plus authentique. « Ça prendra du temps, » continua-t-il. « Je vais devoir vendre certaines choses, réorganiser l'entreprise, couper des privilèges dont je n'ai jamais vraiment eu besoin. Mais je vais le faire. Et quand j'aurai terminé, quand j'aurai soldé ma dette envers toi, peut-être qu'on pourra recommencer, comme deux hommes sur un pied d'égalité. » Je lui tendis la main, un geste simple mais chargé de sens. « Nous le sommes déjà. » Il regarda ma main un instant comme s'il n'était pas sûr du protocole. Puis, au lieu de la serrer, il fit un pas en avant et m'enlaça brièvement. Maladroitement, comme quelqu'un qui a désappris à exprimer de l'affection sans intermédiaire matériel. « Merci, » dit-il simplement, « de ne pas avoir abandonné, ma fille, même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. » Quand nous sommes rentrés, Marianne et sa mère nous attendaient dans le hall d'entrée. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère, une tension dissoute, un nouveau départ possible. Nous avons pris congé sans grande cérémonie. Il n'y avait pas besoin de mots élaborés ou de promesses grandioses. Ce qui devait être dit l'avait été, et le reste viendrait avec le temps. Dans le VTC du retour, Marianne posa sa tête sur mon épaule, la fatigue finissant par la gagner. La ville nocturne glissait par la fenêtre, un Paris différent de celui que nous avions vu à l'aller,
Ou peut-être étions-nous ceux qui le voyaient avec d'autres yeux. « Tu penses qu'il va vraiment changer » demanda-t-elle d'une voix somnolente. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. Changer est difficile, surtout après si longtemps. Mais le premier pas est de reconnaître qu'on a besoin de changer. Et ça, il l'a fait. Elle acquiesça, se blottissant davantage. « Je suis fière de toi, » murmura-t-elle, « de l'avoir affronté, d'être exactement qui tu es. » Je souris dans le noir, embrassant le sommet de sa tête. Cette nuit ne marquait pas seulement la fin de mon soutien financier à Renaud, ni seulement la fin de mon silence face à ses provocations. Elle marquait la fin d'une version de moi-même, qui avait toléré moins que ce que je méritais. Alors, que la voiture approchait de notre quartier, je ressentis une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Il n'y avait aucune garantie que le chemin à venir serait facile, que Renaud tiendrait ses promesses, que les anciennes dynamiques ne tenteraient pas de ressurgir. Mais pour la première fois, je sentais que nous étions tous, moi, Marianne, et même Renaud et Madame Cécile, en route vers quelque chose de plus authentique. Et ça, plus que n'importe quel compte en banque ou manoir à Neuilly, c'était une véritable richesse. Quand nous sommes arrivés à notre appartement, Marianne dormait déjà sur mon épaule. J'ai payé le chauffeur et l'ai portée doucement, à l'étage, comme je l'avais fait le jour de notre mariage. Elle était légère dans mes bras, mais ce que nous portions ensemble, le poids des attentes, des jugements, des apparences, commençait enfin à s'alléger. Je l'ai allongée, sur notre lit, et me suis assis à côté d'elle un instant, observant, son visage serein dans le noir. Là, dans ce petit appartement que Renaud méprisait tant, il y avait plus de paix que dans toute la grandeur vide du manoir que nous avions laissé derrière nous. Demain serait un autre jour. Il y aurait des appels à passer, des conversations à poursuivre, des ponts à reconstruire. Mais cette nuit-là, à cet instant, j'avais reconquis quelque chose qu'aucun argent ne pourrait acheter. Ma dignité. Et ce faisant, j'avais peut-être aidé Renaud à retrouver un peu de la sienne.